Tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo, car crois-moi, à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre vraiment comment les banques et les institutions financières font pour augmenter leurs capitaux. Tu vas comprendre comment tout ce système fonctionne et pourquoi ils auront tout le temps le pouvoir. Et tu vas aussi comprendre pourquoi, entre guillemets, les politiciens ne veulent pas que tu aies accès à ce genre d'informations, que tu restes toujours en bas de l'échelle. Et tu vas aussi comprendre pourquoi les riches seront toujours de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Tu vas comprendre la carotte phénoménale que représente la finance, le monde de la bourse, et comment en fait ils font pour qu'il y ait une crise foncière ou pas, toujours se mettre des euros dans les poches ou des dollars dans les poches, selon le pays où tu te trouves et selon comment tu paramètres ton compte de trading. Et si comme moi, tu as envie de gifler tous ces pseudo-économistes qui passent sur BFM TV ou je sais quelle chaîne et qui t'annoncent toujours des grands projets, qui t'annoncent toujours comment va évoluer l'économie de certains pays, etc., et qu'au final, ils te donnent aucune solution, mais vraiment aucune solution pour que tu puisses vraiment augmenter ton pouvoir d'achat, pour que tu puisses faire des euros, pour que tu puisses faire 100 euros par jour, 200 euros par jour, voire 1000 euros par jour. Ça dépend avec quelle quantité d'argent tu commences. T'es tombé au bon endroit, t'es tombé sur la bonne vidéo. Bienvenue sur Forex Millionnaire Stratégie One, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de faire cette formation pour que vous puissiez bien comprendre comment les marchés financiers opèrent, comment ils fonctionnent, puisque j'ai reçu beaucoup de messages et je sais qu'il y a énormément de monde qui ne connaissent rien à la bourse, ça leur fait peur. Ils se posent plein de questions, mais comment ils font, comment ça marche, etc. Donc j'ai décidé de faire ces petites vidéos d'environ 45 minutes, 1 heure, pour que vous puissiez bien comprendre comment tout ce système fonctionne. Voilà, donc je vous invite à prendre une feuille et un stylo et prendre des notes. Donc on va passer directement aux choses sérieuses. Donc je vais vous prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre comment les marchés fonctionnent. Donc là, par exemple, je vous ai pris un marché aux fruits. Je suis sûr que au moins une fois dans votre vie, ne serait-ce qu'avec votre mère, vous êtes déjà parti dans un marché de fruits et légumes. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui ferait que vous accepteriez de prendre, d'acheter par exemple le kilo de grappes de raisin noir à 1,49 €. Qu'est-ce qui ferait que vous accepteriez ou que vous refuseriez d'acheter cette grappe? Voilà, prenez le temps de réfléchir et dites-moi qu'est-ce qui fait que vous accepteriez ou refuseriez d'acheter cette grappe de raisin à 1,40 €. Ben, en fait, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc soit le prix, ou alors la rareté du fruit ou légume en question, ou même la concurrence. Donc je vais vous poser une autre question. Si jamais je m'aperçois que dans ce marché de fruits ou légumes, il y a un autre stand un peu plus loin, avec un petit malin qui me vend les mêmes grappes de raisin à 1 € au lieu de me les vendre à 1,49 €. Qu'est-ce que je peux en tirer de cette situation, à votre avis? Je peux retourner voir l'ancien stand que j'ai vu juste avant et renégocier le prix avec lui, ou alors ne pas le calculer et aller acheter directement ma grappe de raisin à 1 € que j'ai vu un peu plus loin. Donc qu'est-ce que je peux constater dans ce contexte? Ben, je peux tout simplement constater qu'il y a certains paramètres qui orientent un certain prix. Il y a des paramètres qui orientent le prix à 1,49 € et d'autres paramètres qui orientent le prix sur l'autre stand à 1 €. Et ce contexte-là, on appelle ça l'offre et la demande, tout simplement. Donc il faut bien comprendre que chaque objet est négociable. Ça a toujours marché comme ça, depuis la nuit des temps, même avant que l'argent, la monnaie physique ou virtuelle existe, il y a toujours eu de la négociation. Chaque objet est négociable. Il se peut que vous ayez déjà vu à la télé sur BFM ou BFM Business ou d'autres chaînes sur la TNT ou le câble, des émissions où on vous montre des graphiques, on vous parle du CAC 40, on vous montre des schémas avec un ensemble de valeurs et vous n'y comprenez rien. Ben, ces graphiques, donc en anglais on dit chart, représentent tout simplement une reconnaissance générale de valeur entre acheteurs et vendeurs, tout simplement. C'est pas très compliqué. Acheteurs et vendeurs se mettent d'accord sur le prix de chaque objet, qu'il a devant lui. Ils se mettent d'accord. Alors je reviens sur l'exemple de la grappe de raisin que j'ai vu à 1,49 € et à 1 € sur la place de marché. Donc là,
vous allez voir votre vendeur et vous allez négocier le prix avec lui. Donc, juste le fait de négocier le prix avec le vendeur parce que vous l'avez vu moins cher dans le stand d'à côté, ben, vous êtes en train de négocier le prix. Donc, le prix que vous allez négocier avec lui sera le prix de référence pour l'acheteur qui sera juste derrière vous. Donc là, je viens de vous démontrer que vous avez spéculé, que vous êtes un spéculateur et que vous avez déjà négocié, que vous avez déjà tradé. Vous êtes déjà trader dans un argot français. Donc à chaque fois que vous allez dans un supermarché ou dans un magasin négocier le prix d'une basket ou dans un autre magasin négocier le prix d'un t-shirt ou alors même par exemple, je vais prendre encore un autre exemple, Le Bon Coin. Lorsque vous allez négocier le prix de l'iPhone, ben, vous êtes en train de spéculer, vous êtes en train de négocier, vous êtes trader. Donc lorsque vous allez déterminer un prix de l'iPhone avec votre vendeur sur Le Bon Coin, bah, le prix que vous allez déterminer sera le prix de référence pour le prochain acheteur d'iPhone sur Le Bon Coin qui sera juste derrière vous. Donc là, vous êtes spéculateur, vous êtes négociateur, vous êtes trader. Dans l'argot français, vous êtes trader. Donc là, je vous démontre que vous avez déjà tradé, sauf que vous avez tradé sur un certain type de marché, comme le marché de fruits et légumes, ou alors Le Bon Coin, ou alors eBay, ou alors Amazon. Donc depuis que vous êtes en âge d'avoir de l'argent et des sous dans les poches, vous avez déjà effectué des transactions. Donc de la voiture à la pomme en passant par votre four ou votre villa, leurs acquisitions ont tous un point commun, c'est la négociation. Donc les valeurs que vous voyez sur un graphique ne résultent uniquement d'un consentement entre l'offre et la demande d'un marché. Donc considérez les graphiques et les charts, comme on dit en anglais, les charts de n'importe quelle place de marché, comme le marché du fruit et légumes, ou tout simplement, comme je vous l'ai dit précédemment, Le Bon Coin, eBay ou Amazon. Alors maintenant, je vais vous poser une question, c'est quels sont les buts des marchés financiers? Quels en sont les objectifs? À quoi ça sert? Voilà, je vous laisse réfléchir 2-3 secondes. À quoi ça sert? Quels sont les buts des marchés financiers? Donc, premièrement, les marchés financiers, ça sert à augmenter les capitaux. Ça sert à augmenter son portefeuille. Lorsque vous êtes au travail, que vous allez manger dans un restaurant à midi, vous n'avez que 5 euros en poche. Vous aimeriez bien avoir une solution pour augmenter ces 5 euros en même pas 15 minutes pour aller rejoindre vos collègues dans un restaurant qui coûte super cher sur Paris à 30 euros le menu. Voilà. Lorsque on est à la fin du mois, que vous avez que 10 euros en poche et on vous invite à un anniversaire et qu'il faut débourser 50 euros le menu, voilà, pour pas paraître ridicule devant les autres. Comment vous allez faire? Bah, il faut augmenter votre capital. Il faut augmenter les 20 euros ou les 5 euros que vous avez en poche pour les transformer en 50 euros ou en 100 euros. Voilà, donc dans un premier temps, les marchés financiers, ça sert à ça sert à augmenter les capitaux. Si tu veux lancer un projet, si tu veux lancer une entreprise au niveau mondial et que tu n'as pas les fonds nécessaires, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas inviter des investisseurs d'autres pays. Donc tu vas leur céder des actions d'entreprise par l'acquisition des capitaux et ce qui va te permettre de grandir et de développer ton entreprise, ta société au niveau mondial. Et de cette façon, tu pourras créer de la liquidité, donc avoir des fonds suffisamment nécessaires pour pouvoir te développer comme tu l'entends au niveau mondial. Deuxièmement, le transfert du risque. Pourquoi transférer le risque avec d'autres? Bah, la question qu'il faut se poser aussi, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si l'on crée un business? Si par exemple vous êtes, je sais pas moi, producteur de jean diesel, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à votre business que vous venez de créer en tant que producteur de jean diesel? S'il arrive une catastrophe naturelle ou un problème sociétal, une guerre civile par exemple, ben, juste le fait d'avoir acheté des futurs, donc en français dit contrat à terme, ben, ça vous permettra de garantir le prix d'avance quoi qu'il arrive. Donc si jamais vous créez un business et que il y a un gros problème et que en fait ben, du coup votre production est réduite à néant pendant un certain temps, ben, les futurs, donc dit contrat à terme en français, vous permettra de garantir le prix d'avance de ce que vous avez besoin d'acheter pour votre production de jean diesel. Donc que le prix chute ou baisse,
au moins, si par exemple le prix augmente, ben, vous allez faire du bénéfice. Si le prix baisse, au moins vous aurez votre marchandise. Et en troisièmement, sur les marchés financiers, on va aussi avoir une transparence et un affichage en temps réel des prix. Et en quatrièmement, on va dire que ça va aussi nous servir au transfert des capitaux, donc à faire des transactions internationales. Transférer des capitaux d'un pays à l'autre. Voilà, donc les marchés financiers, en gros, ça sert à faire tout ça. Passons maintenant au trading en ligne. Avant, dans le temps, le trading n'était pas accessible depuis Internet. Lorsque Internet était seulement réservé à l'armée américaine, il n'y avait pas de trading en ligne. Mais aujourd'hui, n'importe quelle personne, avec juste une connexion ADSL 3G ou 4G et un PC portable avec MT4 installé sur son ordinateur, peut trader en ligne de n'importe où sur le globe, n'importe où sur la planète. Donc le trading en ligne va nous permettre de spéculer sur les futures orientations du marché financier. Donc ça va nous permettre de prévoir nos mises, mais aussi d'être présent à l'ouverture et la fermeture du marché financier. Donc avoir un accès 24 sur 24 du dimanche soir 23h à vendredi 23h. Voilà. Donc quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette planète, avec une connexion 2G, 3G, 4G, même du Edge, un PC portable et sa plateforme MetaTrader 4 ou 5, vous pouvez trader en ligne. Voilà, moi aujourd'hui par exemple, à chaque fois que je suis soit en transport en commun, soit en voiture ou en scooter, ou lorsque je voyage, même dans l'avion, quand je prends la compagnie Emirates avec un accès Wi-Fi, ben, je suis en train de trader en ligne dans l'avion avec l'accès Wi-Fi satellite de la compagnie Emirates. Voilà, donc aujourd'hui, je me pose sur une terrasse dans un bar ou dans un restaurant. Comme sur la photo, là, vous voyez, je me prends un plat de spaghetti, hop, je branche mon ordinateur, mon MacBook à ma connexion 4G et hop, je trade en ligne. Voilà, pendant que les gens vont travailler, se cassent le cul au travail, moi, j'ouvre mon MacBook et hop, je trade dans un restaurant avec un plat de pâtes et ainsi va la vie. Voilà, donc avoir accès au trading en ligne, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez trader. Avant de trader, il faut bien évidemment se renseigner un maximum, se former un maximum et s'entraîner un maximum. Alors où, qui, quoi, quand et comment trader? Qui trade avec nous? Parce qu'on n'est pas tout seul. Quand trader? À quel moment? Où est-ce que je dois me diriger pour trader? Comment ça se passe? Donc je vous laisse réfléchir à cette question et je vous donne tout de suite la réponse là. Donc avant de se lancer dans le trading et faire du profit, il y a un tas de choses qu'il faut savoir. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir ce qui est tradable sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut trader sur le marché? Il faut également savoir qui d'autre négocie sur le marché avec nous. Est-ce qu'on est entre particuliers? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants, comme les multinationales, comme les grandes organisations, comme les banques, qui eux-mêmes embauchent des traders professionnels pour augmenter leurs capitaux? Et il faut savoir aussi quand et comment on peut réaliser ces trades. Comment on fait? Comment ça se passe? Donc maintenant, on va voir les différents types d'outils que l'on peut utiliser dans le trading. Donc premièrement, les options, qui ne sont pas les options binaires. Donc les options, dans un premier temps, ça nous permet d'acheter à un prix donné, en un temps donné, sans obligation d'acquisition. Mais le problème avec ça, c'est que on ne peut pas déterminer, on ne peut pas savoir à l'avance, par exemple, le prix du pétrole dans 25 ans, dans 30 ans, dans 25 mois, c'est pas possible. À moins d'être voyant et d'avoir une boule de cristal, c'est pas possible de déterminer le prix à l'avance par exemple, du pétrole. Ok, ce qui fait que la combinaison du prix et du temps est un peu difficile à gérer. Donc c'est pour ça qu'on a les futurs, donc dit les contrats à terme. Les contrats à terme nous donnent une vision sur le long terme. Mais par contre, ça ne va pas nous protéger en cas de revente.
Voilà, donc en troisièmement, on a le spread beating. Voilà, le spread beating, c'est basé sur le concept de paris sportif. Donc, par exemple, si vous pariez sur la montée de l'euro, sachant que c'est calculé en termes de points, si au moment où vous pariez sur la montée de l'euro, vous pariez 1 euro et que les 1 euro valent par exemple 3100 points, donc si vous gagnez votre pari, donc c'est-à-dire que vous avez mis 1 euro, ben, si ça a augmenté de 3100 points, vous récupérez 10 euros. Et le gros plus du spread beating, c'est qu'il n'y a pas de taxe. Les gouvernements ne taxent pas le spread beating. Mais pourquoi ils ne le taxent pas? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent de l'argent dans le spread beating. Donc c'est pour ça que les gouvernements ne s'attardent pas dessus. Donc c'est très très populaire, surtout dans les pays anglo-saxons. Mais comme il y a très peu de gens qui gagnent, donc les gouvernements, les États ne se penchent pas sur ce cas-là. Voilà, c'est pour ça que moi, je préfère me diriger sur les CFDs, dits contrats sur différence. Donc les CFDs, ce sont des instruments ou des outils qui nous permettent de spéculer sur les futurs mouvements de prix sans pour autant avoir acquéri en avance. Donc ça nous permet de passer un contrat avec notre courtier, donc pas le marché directement, mais bien le courtier, sur les futurs mouvements de prix. Par exemple, si je pense que le pétrole va augmenter de 1 dollar, donc je fais un contrat avec vous, et s'il augmente de 1 dollar, vous me donnez 10 euros. Si par contre, il se passe le scénario inverse, c'est-à-dire que le pétrole baisse de 1 dollar, c'est à moi de vous donner 10 euros. Voilà, donc les CFDs, contrats sur différence, nous donnent un grand effet de levier et nous permet de spéculer sur les futurs mouvements de prix. Et à la différence des futurs, c'est qu'on peut rester sur une position en short ou en longue. Donc on va voir un peu plus loin dans la vidéo qu'est-ce que ça veut dire short, qu'est-ce que ça veut dire longue. Short, c'est en vente et long, c'est en achat. Donc on peut rester sur des positions pendant plus de 10 ans, 20 ans, 1 an, une semaine, 2 mois. Donc voilà la différence qu'il y a entre les CFDs et les futurs. Voilà, donc maintenant, si vous le voulez bien, parlons des CFDs. Voilà, qu'est-ce que nous offrent les CFDs? Qu'est-ce que l'on peut faire avec les CFD? Voilà, on va aborder ce sujet-là. Avec les CFDs, on a dans un premier temps ce qu'on appelle l'effet de levier. Voilà, donc l'effet de levier dans le trading, c'est vraiment un outil magnifique. L'effet de levier, en fait, ça va nous permettre de faire des transactions et de les multiplier par 1, par 10, par 100, voire même par 1000. Voilà, ça sert à ça l'effet de levier. Aujourd'hui, même avec peu d'argent, même avec un portefeuille de 25 euros, 50 euros, aujourd'hui, vous pouvez faire du trading en ligne. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez la possibilité de vous diversifier. Voilà, les CFD en fait vous donnent accès à un grand portfolio diversifié et ça vous permet de limiter les frais. Voilà, comparé au futur, ça vous permet de limiter les frais. Donc aujourd'hui, avec vraiment un tout petit portefeuille, un tout petit porte-monnaie, vous pouvez commencer le trading avec des 25 euros. Et bien entendu, avec les CFD, on a moins de frais. Et le must dans tout ça, c'est que avec les CFDs, en fait, on peut être à la fois acheteur et vendeur. Voilà, c'est pour ça que j'aime les CFD, parce qu'on peut être à la fois acheteur et vendeur. On peut faire du profit à la fois en étant acheteur et vendeur sans avoir acquis quoi que ce soit auparavant. Long et short, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire long? Qu'est-ce que ça veut dire short? Qu'il y ait une crise financière ou pas, pourquoi les mecs, ils arrivent à faire du gros profit, que ce soit en étant acheteur ou vendeur, que ce soit sur une tendance baissière ou une tendance haussière. Le short selling, en français, la vente à découvert. Vous imaginez même pas le choc émotionnel que j'ai eu lorsque j'ai découvert ça, c'est-à-dire que dans le trading, qu'il y ait une tendance haussière ou baissière, on peut faire du profit. Donc la vente à découverte, ça vous permet de faire du gros profit lors d'une chute de prix. Donc en gros, vous vendez sans avoir acquis quoi que ce soit,
c'est-à-dire que vous n'avez rien dans les poches, vous n'avez pas l'objet en poche sur lequel vous tradez, mais vous pouvez faire du profit avec. C'est magnifique. Donc, lorsque vous sentez que le prix est en passe de chuter, vous verrouillez une vente à un prix ultérieur avéré. D'accord? Vous verrouillez le prix. Et si celui-ci chute, vous pourrez alors dès lors clôturer le trade, donc afin d'acheter l'objet en question au nouveau prix, parce que vous avez verrouillé la vente avant la chute, donc au prix ultérieur. Et maintenant, après avoir clôturé le trade, ben, votre objet il a atteint un nouveau prix. Donc du coup, vous clôturez ce trade. Et si vous pensez que l'objet va atteindre un nouveau prix, mais sur une tendance haussière, ben, vous pouvez répéter l'action, mais cette fois-ci en achat, tout simplement. Mais par contre, à l'inverse, si le prix emprunte le deuxième scénario, c'est-à-dire que au lieu de chuter, il augmente, ben, quand vous allez clôturer votre trade, à part si vous le clôturez au bon moment, quoi qu'il arrive, si le prix augmente et que vous clôturez le trade trop tard, ben ça va vous coûter de l'argent. Parce que en fait, en ayant accepté de faire cette transaction financière, ben vous avez payé davantage ce que vous avez accepté de vendre. Donc du coup, lorsque vous passez un trade, qu'au final, il emprunte le second scénario, donc au lieu de chuter, il augmente, vous perdez votre mise, tout simplement. Donc pour résumer, le short selling, en français dit la vente à découvert, représente simplement des possibilités de vente et de rachat. Ok, donc maintenant, voyons voir ce que ça donne, le short selling, donc la vente à découvert sur un graphique. Donc là, on est sur Euro JPY, c'est l'euro contre le yen, d'accord? Donc quand tu es sur un graphique comme ça, et que dans ta tête, tu prévois une chute par rapport à ton analyse graphique, à ton analyse fondamentale et aux news économiques que tu as regardé sur ta plateforme Forex Factory, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on peut déceler? On peut déceler une zone de consolidation, ok? Après la zone de consolidation, on voit qu'il y a une accélération haussière, puis ensuite une décélération et un début d'accélération de tendance baissière. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes 10 centimes, tu prends tes 20 centimes, tu prends tes 40 centimes, tu prends tes 50 centimes, tes 1 euro, tes 2 euros. Tout dépend avec combien d'argent tu commences. Et là, tu places un short selling et boum! En même pas 15 minutes, tu transformes tes 10 centimes, tes 50 centimes, tes 1 euro. Hein, tu les transformes en 200 euros. Hein? Qui est crise financière ou pas, on s'en bat les coups de la crise financière, d'accord? Que ce soit sur une tendance haussière ou baissière, tu poses tes thunes, tu places ton trade et tu fais ton profit, ok? François Hollande, il nous disait, ouais, le changement c'est maintenant, on s'en bat les coups du changement, ok? Sarkozy qui nous disait, travaillez plus, hein, travaillez plus pour gagner plus. Mon cul, ouais, la chose qu'on a à faire, c'est de trader, faire du trading en ligne, hein, repérer les tendances haussières et les tendances baissières. Repérer les zones de consolidation et les zones de grosses chutes ou de grosses montées. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, ok? Abordons maintenant les termes les plus utilisés dans le trading. Donc le mot long, long c'est l'action d'acheter. Donc quand on est long, on est dans le camp des acheteurs, ok, sur une tendance haussière. Short selling, donc le mot short qu'on a vu précédemment, c'est l'action de vendre. Donc on est dans le camp des vendeurs. Donc c'est pour une tendance baissière. Donc une tendance haussière, on appelle ça bullish. Donc le mot bulle, voilà, c'est quand la tendance, elle attaque du bas et qu'elle fonce vers le haut. Voilà, donc ça, c'est le camp des acheteurs qui vont se mettre sur une tendance bullish. Le mot bear, donc pour une tendance bearish, tendance baissière. Donc c'est une tendance qui va partir du haut et qui va foncer vers le bas. D'accord? Donc ça fait chuter le marché littéralement vers le bas. Donc ça, on appelle ça une tendance bear, donc une tendance bearish. Donc ça, c'est vraiment des termes dans le trading qu'il faut enregistrer dans votre esprit très rapidement. Donc je vais résumer encore une dernière fois. Bull pour bullish, c'est plutôt une perspective positive du marché qui va le tirer vers le haut. Donc on dit bullish, c'est pas bullshit. Ok? Et bear pour une tendance bearish, c'est une vision plutôt négative du marché et ça va favoriser sa chute, tout simplement. Donc nous, dans le trading, quoi qu'il arrive, que ce soit sur une tendance bearish ou bullish,
On se place des deux côtés et on fait du profit des deux côtés. Toutes les opportunités sont bonnes à prendre. L'argent ne dort jamais. Dans le trading, l'argent ne dort jamais. Alors pourquoi les prix bougent? Qu'est-ce qui fait que sur un graphique, sur votre plateforme de trading, pourquoi les prix bougent? Pourquoi ça monte en haut? Pourquoi ça redescend en bas? Pourquoi ça reste au milieu? Qu'est-ce qui fait que les prix bougent? Donc les prix bougent grâce à l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande qui fait bouger les prix, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Les fans de Michael Jackson, s'il y a par exemple une salle aux enchères avec tous les vêtements de Michael Jackson, de ses débuts jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à sa mort, ben, la personne qui voudra la veste rouge qu'il a mis dans le clip Thriller, je crois, ben, comme c'est la seule veste qui existe et c'est la seule veste qu'il a mis, ben, pendant les enchères, il y aura tellement de fans qui voudront cette veste-là que le prix va monter. Parce que la veste, elle est rare, donc le prix va monter. Et je pense que pour une veste de Michael Jackson, ça peut même monter jusqu'à 50 000 euros. Donc plus l'offre est rare, plus le prix augmente. Et à contrario, bien sûr, l'abondance du même objet fait carrément chuter le prix. C'est comme les voitures. Au début, quand elle est neuve, voilà, le nouveau modèle sort, le prix il sera au taquet. Et puis 5 ans plus tard, même 3 ans plus tard, il y a tellement de voitures mises en circulation, ce modèle-là, il est tellement mis en circulation que le prix va chuter. Son prix va décoter, tout simplement. C'est comme la différence entre la production d'une Renault Twingo et la production d'une Ferrari. La Ferrari, elle est construite en série limitée et la Twingo, elle est faite en illimité. Ce qui fait la différence de prix entre ces deux produits. L'analyse technique. L'analyse technique ne permet pas de trader l'avenir. On n'est pas des boules de cristal, on ne peut pas jouer aux devinettes. Donc l'analyse technique ne nous permet pas de prédire l'avenir. Il y a un tas de traders débutants qui s'acharnent à faire de l'analyse technique pour prédire l'avenir, mais on ne le peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas savoir combien de litres d'essence on va consommer dans 3 ans, c'est pas possible. Donc nous, dans le trading, on va se baser uniquement sur les prix passé et le prix actuel. Uniquement sur ça, le prix du passé et le prix actuel. Mais pas sur l'avenir. Ça, on ne peut pas le savoir. Il y a trop de paramètres qui vont influer sur l'offre et la demande. C'est impossible, avec l'analyse technique, de connaître l'avenir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement se focaliser sur les prix passés et actuels. Rien d'autre. Ça, c'est vraiment la ligne de conduite à avoir lorsque l'on fait du trading, c'est se baser sur les prix du passé et actuel et pas essayer de faire la boule de cristal. Là, vous courez à votre perte. Donc maintenant, vous me direz, mais qu'est-ce que l'analyse technique? Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là avec ces histoires d'analyse technique? Ben, en fait, c'est simple. L'analyse technique, c'est une méthode qui nous permet d'analyser les prix. Dans le trading, nous, notre devise, c'est d'analyser les prix du passé et actuel. Donc cette méthode, elle est dite justement technique et elle se base sur des faits concrets afin de nous permettre de trouver des opportunités de trade. Voilà ce que ça nous permet de faire, l'analyse technique. Ça nous permet de braquer le marché financier à sa source. Comment braquer le marché financier à sa source? Comment le braquer légalement? Trouver des opportunités de trade. Voilà, le trading, c'est l'art d'anticiper les prix de variation. Donc l'analyse technique permet de placer un trade de manière vraiment très pointue, très aiguisée, très précis, et afin de réduire en fait les trades balancés à la va-vite et non réfléchis. Donc c'est vraiment ça l'art du trade, c'est vraiment faire son étude technique et balancer son trade lorsque l'on est prêt, pas le balancer comme ça au hasard, aller sans analyse et au final perdre tous ses gains. Ok, donc voilà, c'est ça l'analyse technique. Et lorsque vous allez faire grandir votre compte de trading, là, vous allez pouvoir évaluer votre plan de trading, votre technique de trading. Et à partir de là, ce sera vraiment le départ de votre progression. Plus vous allez faire grandir votre compte de trading, plus cela voudra dire que vous avez évolué dans l'approche et votre technique de trading. Alors maintenant que l'on a toutes ces informations, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut trader? Que peut-on trader sur les marchés financiers?
Nous, dans un premier temps, on va s'intéresser aux devises, c'est le marché du Forex. Voilà, par exemple, lorsque vous allez voyager, vous allez faire un Paris-Londres, comme j'ai l'habitude de le faire, moi par exemple, je vais prendre mes euros et je vais aller dans un change et je vais échanger mes euros contre de la livre sterling, contre le pound. D'accord? Donc quand je fais ça, indirectement, je participe au marché du Forex. Donc les devises, c'est la monnaie de chaque pays. La plupart du temps, les gens, quand on leur parle de bourse, quand on leur parle de devises monétaires, ils sont inquiets parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Surtout lorsque l'on a fait, comme moi, un parcours scolaire classique. Donc j'ai un bac plus 5. Et donc avec mon background de bac plus 5, j'ai jamais entendu parler du Forex, de la bourse, etc. J'en ai jamais entendu parler. Je voyais ça à la télé sur les chaînes d'information mainstream, mais concrètement, on ne me disait pas ce que c'était. Même quand j'allais acheter un bouquin à la FNAC, c'était pas détaillé et décrit d'une manière vraiment simple pour que je puisse déchiffrer et tout comprendre de A à Z juste en ayant lu ce livre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les élites, eux, ils savent ce que c'est. Ils savent que le pilier de la bourse, surtout le Forex, c'est considéré comme une valeur refuge et c'est pour ça qu'ils investissent dedans. Eux, ils savent ce que c'est, les élites savent ce que c'est, mais ils ne veulent pas que vous le sachiez. Eux, leur but, c'est que vous soyez toujours dans la galère, dans la misère sociale et que vous restez entre le point A et le point B, mais que vous ne puissiez pas aller au point C ou D ou même jusqu'à la fin de l'alphabet, la lettre Z. Ok? Donc, sachez un truc, c'est que les hommes politiques ne veulent pas que vous soyez au courant de tous ces genres d'investissements, de ce qu'on appelle les valeurs refuges. Ils ne veulent pas que vous soyez au courant de ça. Comme ça, vous restez dans votre merde, vous restez en galère. Et la seule chose que vous allez penser à faire, c'est aller au bulletin de vote et voter pour eux. Donc nous investissons dans les devises comme valeur refuge. Voilà, on fait comme les businessmen, comme les investisseurs, comme les hommes politiques, comme les institutions financières, on investit dans les devises comme valeur refuge. Ok? Et aussi parce qu'on a un véritable retour sur investissement lorsque l'on utilise la bonne technique et le plan de trading. Et lorsque l'on va investir dans ces valeurs refuges, il y a un tas de prédilections qui vont être basées sur ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, qui n'est pas une analyse contrôlable, mesurable et certifiée à 100%, qui vont nous guider dans notre trading. Donc c'est bien de savoir quelles sont les causes des mouvements des prix sur les graphiques, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de trader ce que l'on voit sur notre graphique. C'est de trader ce que l'on voit à l'instant T au niveau de notre plateforme de trading. Il n'y a que ça qui compte. On regarde les prix du passé, on regarde les prix actuels et on regarde ce qui se passe à l'instant présent. Même si il faut prendre en compte l'analyse fondamentale qui va être basée sur des prédilections du passé et de l'instant présent. Donc la ligne de conduite, elle est simple. Nous, on trade le quoi et on laisse les autres se poser la question, le pourquoi du comment, tout simplement. Donc comment on utilise les paires de devises dans le trading? Comment ça fonctionne? Comment on aborde les devises dans la plateforme MT4? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que l'on doit prendre en compte? Dans le Forex, les devises sont négociées en paires. Lorsque vous voyez euro-USD, c'est combien de dollars j'aurai pour 1 euro. Lorsque vous voyez euro-JPY, donc l'euro contre la monnaie japonaise, c'est combien de yens j'aurai pour 1 euro. Lorsque vous voyez GBP USD, c'est combien de dollars j'aurai pour un pound. Ok? Donc dans le Forex, les devises sont négociées en paires. C'est toujours deux paires de monnaie. D'accord? Donc je vais vous donner un exemple. Lorsque vous voulez partir en vacances, je sais pas moi, vous voulez partir à Los Angeles par exemple, il va falloir que vous obteniez des dollars pour faire vos achats, prendre votre hôtel et puis passer vos vacances aux États-Unis. Donc lorsque vous allez vouloir obtenir ces dollars, est-ce que d'après vous, votre banquier, il va vous les donner tout de suite ou alors il va falloir qu'il négocie votre monnaie locale? Donc en l'occurrence là, si vous êtes français ou n'importe quel pays de la communauté européenne,
ce sera de l'euro? Est-ce qu'il va vous les donner tout de suite ou alors est-ce qu'il va les négocier? Ben, la réponse, elle est simple. Votre banquier, il va acheter votre devise de vacances et vendre votre monnaie locale, tout simplement. Et on appelle ça une transaction en paire. Une transaction en paire. Euro-USD, Euro-JPY, IGBP-JPY, USD-CHF, donc le dollar et la monnaie suisse, etc. Alors, comment interpréter la paire de devises dans votre plateforme de trading, donc sur votre graphique? Par exemple, pour l'euro-USD. Comment interpréter ça? C'est que on dit que le prix représente la valeur de la première devise cotée, donc la monnaie de base, l'euro, par rapport à la seconde devise, donc la devise de cotation, qui sera sur la droite de votre écran, l'USD, le dollar. Donc, euro-USD, la paire de devises euro-USD évoque combien de dollars j'aurai pour 1 euro. Tout simplement, c'est aussi simple que ça, rien de compliqué. Il faut donc noter qu'avec les paires de devises, on a toujours des règles opposées. Donc ce qu'il faut faire pour une paire, il faudra aussi le faire pour l'autre, pour les paires opposées. Donc je vais prendre un exemple. Si vous achetez de l'USD euro, donc vous achetez de l'euro et vous vendez de l'USD. Et donc ce trade que vous allez placer, ça va être vu d'une manière optimiste de l'Europe et une manière pessimiste des États-Unis, ou la combinaison des deux. Mais si, par exemple, vous achetez de l'euro USD, donc vous vendez de l'euro et vous achetez des dollars. Et ce trade que vous allez placer va être vu d'une manière pessimiste de l'Europe ou optimiste des États-Unis ou de la combinaison des deux. Donc nous voici sur un graphique de la paire de devises euro-JPY. Donc comment interpréter ce graphique? Quand on a un graphique comme ça sur notre plateforme de trading, nous en tant que trader, qu'est-ce que l'on doit faire? C'est très simple. Nous, ce qu'on doit faire, c'est interpréter le graphique. Comment interpréter le graphique? Voilà, c'est ça notre job. Interpréter le graphique pour pouvoir saisir et essayer de trouver des opportunités de trade. Donc, la paire euro-JPY, donc la monnaie européenne et la monnaie japonaise, donc le yen. Donc, sur la droite du graphique, on a le prix. Et ce prix représente la deuxième part de la paire de devises qui est le yen, JPY. Donc, quand on regarde le prix à droite, sur la colonne, on doit se dire que le prix représente combien de yens je dois acquérir, je dois avoir pour avoir de l'euro. À la clôture de cette bougie rouge, donc bougie bearish, baissière, quel sera le prix? Et comment interpréter ça? Il faut l'interpréter de la manière suivante, c'est combien de yens je dois acquérir pour avoir 1 euro. Alors pourquoi s'intéresser au marché du Forex plutôt que de demander une augmentation à son patron? Pourquoi faire du Forex au lieu de pleurnicher pour avoir une augmentation en brut et jamais en net? Souvent avec la réponse on verra ça dans 2-3 mois, je t'augmenterai de 50% brut, ne t'inquiète pas. Alors que on vient de voir qu'il suffit d'investir sur le marché des devises, donc le marché du Forex. Pourquoi s'intéresser au Forex plutôt que de demander une augmentation à son patron? Donc on doit s'intéresser au marché du Forex tout simplement parce que c'est le seul marché au monde où il y a des milliards qui sont injectés et négociés. C'est le marché où il y a le plus de liquidités. Donc c'est le marché qui est mature, développé, et où il y a des milliards injectés et négociés. C'est le marché le plus liquide au monde. Et ça, encore une fois, le système, les élites, les hommes politiques font tout leur possible pour que vous soyez éloignés de ça. Voilà, c'est ça leur but, que vous soyez éloignés de ça, comme ça, eux, ils peuvent en profiter et avoir un bon train de vie. Donc, il faut bien retenir que le marché du Forex, c'est le marché le plus liquide, le plus mature, le plus développé. Des milliards sont injectés tous les jours. Du mardi au vendredi, parce que dans la plupart des pays, les banques sont fermées le lundi. Donc moi, je vous conseille de ne pas trader le lundi. Le lundi, c'est un piège pour des traders débutants et vous risquez de perdre tous vos gains. Donc le marché du Forex, c'est le marché où il y a le plus de liquidité au monde. Et quand vous allumez votre télé, vous pouvez avoir 5000 chaînes, il n'y en aura aucune, même pas Capital sur M6, qui va vous donner cette information-là. Ok ? Et ce qui est bien avec ce marché, c'est qu'on peut en entrer et en sortir
quand on veut. On n'a aucune obligation de rester et aucune obligation de partir. On entre et on sort facilement. Voilà, c'est ça que j'aime bien moi avec ce système, avec le Forex. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir une information qui est quasi tous les jours mise à disposition pour tout le monde. L'information est vraiment très facile à trouver. Il y a des sites spécialisés pour ça. DailyFX, Forex Factory, Bloomberg, etc. Ok, donc nous en tant que trader, sur notre plateforme, on va se personnaliser des graphiques. Donc on va y mettre ce qu'on appelle des indicateurs. Chaque trader a son point de vue, chaque trader a son système, chaque trader a ses indicateurs pour pouvoir se fier à celui-ci et saisir des opportunités de trade. Et surtout, ce qui est important dans le trading, c'est qu'il ne faut pas laisser place à l'émotion. Parce que plus vous allez être émotionnel, plus vous allez complètement détruire votre compte de trading. Donc quand vous êtes devant votre ordinateur, vous devez agir comme un robot. Vous êtes comme un sniper et vous snipez les opportunités. Voilà, il n'y a pas de place à l'émotion. Vous faites comme Terminator, vous prenez votre fusil et vous snipez les entrées et les sorties et les opportunités de trade. Alors, les brokers qui vous donnent accès à la plateforme de trading, donc qui vous donnent accès au marché. Donc le broker, c'est l'intermédiaire entre vous et le marché, vont vous donner accès aux devises, mais vont aussi vous donner accès aux matières premières. Vous allez pouvoir trader les devises et trader les matières premières. Donc dans un premier temps, au niveau des matières premières, on va s'intéresser aux énergies. Donc dans le trading, les énergies comme le pétrole, le gaz, etc. sont des instruments très volatiles sur les graphiques. Quand je dis volatile, c'est-à-dire que sur votre graphique, vous allez avoir des grands mouvements de prix. Et ces grands mouvements de prix sont dus à plusieurs facteurs. Donc ça peut être le régime politique du pays en question, une économie instable, les ressources, l'éducation, etc. Donc dans chaque région, il y a une fiscalité qui est appliquée, donc ça agit sur les prix. Il y a vraiment un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte. Chaque région, chaque pays a ses propres paramètres et ça a une influence sur les prix. Et surtout au niveau des matières premières, il y a vraiment de la grande volatilité, des grands mouvements de prix. Et plus il y a de la volatilité, donc plus il y a des grands mouvements de prix, plus il y a des opportunités de trade. Et nous, c'est sur ça qu'on va se focaliser. Voilà, encore une fois, c'est vraiment très 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 important d'avoir des notions de toutes ces choses pour que vous puissiez vraiment exceller dans votre trading. Tous ces facteurs, il faut vraiment les connaître. Quand vous allez aller sur des sites internet pour faire votre analyse fondamentale, il va falloir connaître tous ces facteurs, connaître tous ces principes pour vraiment exceller et prendre des opportunités de trade. Alors voici toutes les énergies qui nous offrent des opportunités de profit dans le trading. Les énergies les plus tradées. Donc on a le pétrole brut, le Brent, l'essence, le chauffage et le gaz naturel. Voilà, toutes ces énergies ont en point commun le fait que, par rapport à tous les paramètres qu'on a vus précédemment, toutes ces énergies nous offrent dans le trading des opportunités de profit, que ce soit en achat ou en vente, peu importe la crise financière. Dans les matières premières, on a aussi les métaux précieux. L'or et l'argent. L'or et l'argent, ça a toujours été des valeurs refuges depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours investi dans l'or et dans l'argent. D'ailleurs, les banques, quand elles garantissent de l'argent, elles garantissent de l'argent par rapport à leur stock d'or. Donc c'est pour ça qu'il y a des guerres dans le monde, c'est pour que tel pays puisse voler l'or de tel pays et garantir sa monnaie dans le monde. Donc l'or et l'argent sont des richesses les plus négociées dans le monde. Et sur notre plateforme de trading, ces métaux précieux nous offrent vraiment de grandes possibilités de profit. Voilà, on a beaucoup de volatilité sur les métaux précieux dans le trading. Sachant que depuis que le trading a été ouvert aux traders particuliers, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de traders débutants qui se sont lancés dans la négociation de l'or. Et du coup, ça en résulte que l'or ne fait qu'évoluer. Donc dites-vous qu'avec l'or, la croissance ne recule jamais. Donc quand les traders
sentent qu'il n'y aura pas d'opportunité sur, par exemple, comme bien souvent le dollar, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher des opportunités, voir s'il y a de la grosse volatilité sur les métaux précieux. Parce que, en fait, l'or, ça a toujours été la valeur refuge par excellence. Sur la plateforme de trading, on a aussi les matières dites douces. En anglais, on appelle ça les soft commodities. Eux aussi nous offrent de véritables opportunités de profit. Donc, les soft commodities, en français, matières douces, c'est tout ce qui est alimentaire. Elles ont donc pour moteur la terre et l'homme. Voilà. Et contrairement à ce que l'on pense, c'est ni les agriculteurs ni les producteurs qui travaillent la terre avec acharnement et dignité qui fixent les prix. C'est plutôt les poids lourds de l'industrie qui fixent les prix pour ensuite transformer ces soft commodities, donc de matières douces, pour ensuite les revendre et faire un max de profit. Et nous les spéculateurs, donc traders, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est dans tout ce bordel, chercher les meilleures opportunités de profit. Il y a d'autres paramètres aussi qui rentrent en jeu, qui donnent de la volatilité sur les soft commodities, donc matières douces, qui sont notamment la météo qui correspond à l'offre. Un producteur de maïs ou de chou-fleur, sa récolte, sa production va bien sûr dépendre de la météo, donc dit l'offre. On a aussi tout ce qui est questions sanitaires et les exigences normatives, donc qui correspond à l'offre. On a aussi les effets de mode, qui correspondent aussi à l'offre. Chaque année, chaque saison, chaque siècle, sa mode. Et on a aussi les évolutions économiques et les problèmes de sécurité liés à la consommation de la denrée. Donc ça, par contre, ça correspond à la demande. Je vais vous donner un exemple qui affecte la demande. Lorsqu'on a des problèmes comme en Europe de vaches folles ou de poulets infectés ou de poulets aux antibiotiques, tout ça, ça affecte la demande. Et pour finir, on a aussi la possibilité de trader les actions et indices de marché, qui pour le coup est très à la mode en France. Mais par contre, il y a beaucoup de désillusions sur les actions et indices de marché. Parce qu'il y a un tas de traders débutants qui se lancent dans l'aventure, sans formation, sans plan de sortie, sans aucune étude. Ils écoutent les indications de un tel ou un tel, d'un pseudo-économiste qu'ils ont vu parler à la télé, en achetant ces actions et ces indices de marché les yeux fermés, pour au final se rendre compte qu'ils ont fait une véritable erreur. Voilà, donc c'est pas parce qu'un pseudo-économiste qui passe à la télé te dit d'acheter telle action ou tel indice qu'il faut le faire. Il faut d'abord que tu fasses ton étude, que tu fasses ton plan, que tu étudies bien ton achat avant de te lancer dedans. Tu vois ? Parce que les économistes de la télé, certes, ils vont te dire d'acheter telle action ou tel indice, mais ils ne vont pas te donner les clés du succès. Ils ne vont pas te donner de réelles informations pour que tu puisses vraiment faire du profit. Lorsqu'une entreprise veut augmenter ses capitaux, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la chose suivante. Elle va se partager en actions pour augmenter son capital et les investisseurs. Donc nous, traders, qu'est-ce qu'on va faire? On va acquérir ces actions, donc acquérir une part de l'entreprise pour espérer avoir un retour sur investissement. Voilà, c'est ça le but premier. Voilà, et que représente une action ou un indice de marché? Ça représente tout simplement les meilleures actions cotées d'une région ou d'un pays, donc d'une zone géographique, avec pour un point commun le prix. Et donc ces actions de société et indices de marché, on les négocie en bourse, profitant d'un temps de transaction, d'ouverture et de clôture. Par exemple, nous en France, on a le CAC 40. Donc le CAC 40, qui correspond aux actions sociétales et indices de marché, regroupe les indices boursiers de la place de Paris. Ça regroupe les valeurs des 40 plus grandes sociétés françaises dont les volumes d'échanges et de titres sont les plus importants du marché. Et c'est ce qui nous permet aussi d'évaluer la santé économique d'une région ou d'une autre. Passons maintenant aux obligations. Donc obligations, c'est un marché très important. Pourquoi? Parce que ils sont utilisés par tous les gouvernements mondiaux. Donc les gouvernements vont chercher du financement dans les obligations. Pourquoi faire? Pour garantir le fonctionnement de leur pays à leur guise, comme par exemple les hôpitaux, les autoroutes et les administrations. Donc dès que les gouvernements vont chercher du financement sur les obligations, comment ils vont opérer? En fait, ils vont mettre en place des exigences d'emprunt pour pouvoir réguler au mieux leur économie.
Donc il y a des pays qui y parviennent mieux que d'autres. Nous, en ce moment, les dirigeants français, c'est du grand n'importe quoi. Donc il y a vraiment des pays sur le globe qui gèrent ça mieux que d'autres. Voilà, donc il faut bien comprendre que l'État, c'est comme une entreprise. Eux aussi, ils ont besoin de faire du profit et faire en sorte que leurs affaires marchent. Donc ils vont chercher du financement sur les places de marché pour pouvoir augmenter leurs capitaux. Eux aussi, ils veulent augmenter leurs capitaux et le plus rapidement possible. Donc eux, leur devise, c'est d'aller sur les places de marché et de chercher du financement, les financements les plus optimaux possibles. Et donc quand les gouvernements arrivent sur les marchés étudient les propositions du gouvernement et imposent leurs conditions. Donc ils vont regarder la perspective économique du pays, de la région, et surtout ce qu'ils vont regarder, c'est la capacité de remboursement de chaque gouvernement qui viennent négocier sur ces marchés en utilisant les obligations. Hein. Et plus le risque de remboursement est élevé, plus les investisseurs demandent un rendement super élevé pour justifier l'acceptation du risque de leur prêter de l'argent via les obligations. Et nous, en fait, on est en plein dedans. Nous, la France, intégrée à l'Europe, nous sommes en plein dedans. Voilà pourquoi les taux d'intérêt sont élevés. C'est parce que le risque de non-remboursement sur ces obligations est super élevé. Avec les obligations, on peut rencontrer deux types de situations. Donc, la première situation, c'est quand on est face au rendement faible. Donc, je vais prendre l'exemple de l'Allemagne. D'ailleurs, à la télé, hein, quand on allume la télé, il y a tous les dirigeants français qui vont vous dire oui, l'Allemagne a réussi ceci, oui, l'Allemagne a réussi cela, oui, l'Allemagne, c'est le premier élève de l'Europe, etc., etc. Bah, en fait, contre l'Allemagne, c'est quoi? C'est comment est vue l'Allemagne par les investisseurs au niveau des obligations? Bah, l'Allemagne, en fait, est considérée par les investisseurs comme un pays qui sera capable de rembourser très rapidement son emprunt. Donc l'Allemagne est considérée comme un pays qui rentre dans la case du non-remboursement très faible. D'accord? Et la deuxième situation, donc qui correspond au rendement élevé, les 3 dernières années, même depuis 2008, on a vu l'épisode de la Grèce. Et en fait, compte, la Grèce était un pays tellement endetté, considéré tellement comme un pays à haut risque, que en fait pour eux ça a eu pour conséquence d'avoir un taux d'intérêt élevé et donc se retrouver dans l'impossibilité de remboursement. Et quand on rentre dans cette case là, ben, on rentre dans un cercle vicieux, dans un engrenage qui nous permet pas d'emprunter de ceux qu'on a déjà empruntés, sachant que eux, si je me souviens bien, ils avaient été aidés par nous-mêmes. Hein. Nicolas Sarkozy leur avait envoyé de l'argent. Il y a plein de pays qui leur ont envoyé de l'argent, mais ils sont tellement dans un engrenage d'impossibilité de remboursement. Quand ils vont demander des conditions pour leur prêt au niveau des obligations, ben, ils vont pas pouvoir emprunter vu qu'ils sont déjà dans la merde en gros. En 2015, on a assisté à ce qu'ils appellent, ça mission de sauvetage par l'Union européenne. Même avec le nouveau gouvernement en place, ça n'a rien donné. Quoi qu'il arrive, ils seront toujours dans la merde. Donc les CFDs, contrats sur différence, en français, vous donnent accès à tous ces types de marchés. Également à de la spéculation sur des petits mouvements de prix et un accès quasi total et un accès au marché avec juste une connexion ADSL, 3G ou 4G et un PC portable et une plateforme de trading avec vous et le broker qui vous met en relation avec ces marchés. Donc maintenant que l'on sait tout ça, maintenant que l'on a toutes ces informations, maintenant qu'on a saisi la carotte financière que représente le monde de la finance, que les élites veulent garder pour eux, et surtout pas divulguer toutes ces informations, tous ces placements au peuple d'en bas. Qu'est-ce qu'on va choisir? Il y a trop de choix, on choisit quoi? Là on a bien vu qu'on pouvait se diversifier dans la bourse. Il y avait plusieurs stratégies, plusieurs types d'instruments sur lesquels on peut trader, sur lesquels on peut spéculer, sur lesquels on peut faire un tas de transactions. Que choisir? Qu'est-ce qu'on choisit maintenant? Donc on a vu sur notre plateforme de trading que le Forex nous offre un portefeuille bien garni. On a les matières premières, les indices boursiers, les actions et les obligations. Donc voilà, le Forex nous offre tout ça. Et moi personnellement, après avoir tout testé,
Je m'intéresse plutôt aux devises, d'accord? Donc chaque trader a ses opinions, son point de vue, et chaque trader choisit la composition de son portefeuille. Donc on a vraiment un large choix. Donc il y a plusieurs types de traders. Vous avez les traders les plus avancés, donc eux ils vont se diversifier. Ils vont toujours prendre ce qu'on appelle des paires opposées. Par exemple, moi je me suis aperçu que quand la paire euro-USD montait, bah, il y avait la paire USD-CHF qui allait dans l'autre sens, simultanément. Voilà, donc moi j'aime bien trader uniquement, par exemple, sur euro-USD et USD-CHF. Parce que quand l'euro-USD descend, il y a l'USD-CHF qui monte. Voilà, donc quand on est trader débutant, ça, par exemple, on ne le sait pas. Donc, en fait, il y a moyen de faire du profit simultanément sur deux paires. On voit une zone de consolidation, puis une montée sur l'euro USD. On place un trade, boum, en achat. Et on va faire l'inverse de suite sur USD CHF. Et donc, voilà. Donc, il y a ce type de trader. Et il y a d'autres traders qui, eux, vont seulement trader sur un seul type d'instrument, en tradant que sur un seul type d'instrument, en tradant que sur une paire, par exemple, lorsqu'on choisit les devises dans le Forex. Ben, certes, on va apprendre par cœur cette paire, mais quand il n'y aura pas d'opportunité sur cette paire, il y aura des opportunités sur d'autres paires. Quand on fait ça, ben, on rate les autres opportunités. Donc moi, ce que je conseille, c'est de choisir 4 paires majeures. Moi, par exemple, je fais Euro-USD, USD-CHF, GBP-JPY et USD-CAD. Voilà, ça, c'est mes 4 paires favoris. Et quand il n'y a pas d'opportunité sur l'une, je vais chercher des opportunités sur d'autres. Voilà, je ne dépasse pas 5 paires. Je ne dépasse pas 4 paires. 4 paires, c'est suffisant. Voilà, parce que moi, au début, quand j'étais débutant, j'ouvrais un maximum de paires. À un moment donné, même ma plateforme buguait. Quand il y avait des grosses annonces économiques qui arrivaient, ma plateforme faisait passer l'information des grosses annonces économiques sur chaque graphique, sur toutes les paires ouvertes, et ça faisait bugger mon portable, mon PC portable, et je pouvais passer aucun trade et je ratais des grosses opportunités. Donc moi maintenant ce que je fais, c'est que j'ouvre uniquement 4 paires. Vous choisissez 4 paires. Moi c'est les 4 paires qui me conviennent. Il y a de la volatilité. Quand il n'y a pas d'opportunité de trade sur Euro-USD, je vais sur GBP-JPY. Quand il n'y a pas d'opportunité sur GBP-JPY, je vais sur USD-CAD. Donc le dollar US contre le dollar canadien. Voilà, donc à vous de choisir quel type de trader vous êtes. Est-ce que vous êtes un trader qui va trader uniquement sur une paire? C'est bien, mais lorsqu'il n'y aura pas d'opportunité, vous allez rater d'autres opportunités sur d'autres paires. Ou alors est-ce que vous allez faire comme moi? Vous allez choisir 4 paires majeures où vous allez repérer de la volatilité, donc des opportunités de profit, pour que quand votre première paire majeure reste en zone de consolidation, que vous allez chercher des opportunités de profit sur les 3 autres paires. À vous de choisir, à vous de voir. C'est vous qui allez construire votre personnalité de trader. Donc qui fait le marché? À part nous, traders particuliers, qui fait le marché? Parce qu'on n'est pas tout seul. Avec qui nous sommes sur le marché? Eh bien, il y a 3 grands cercles qui constituent les marchés financiers. Donc on a les institutions financières, donc qui permettent au peuple de manger, de se loger et de vivre. C'est elles qui vont vous accorder des crédits, c'est elles qui vont vous permettre d'épargner, et c'est elles aussi qui vont permettre au marché financier de fluctuer. Et dans un second temps, on a aussi les multinationales qui ont besoin d'utiliser les marchés pour développer leurs capitaux et acquérir des objets. Et ensuite, le 3e cercle, les spéculateurs, donc nous, traders particuliers, qui faisons partie de ces 3 grands cercles qui composent le marché financier. Les grandes institutions financières, que font-elles? Qu'est-ce qu'elles font sur le marché? Parce que quand on regarde la télé, on va regarder TF1, BFM TV, télé et d'autres chaînes, et on va pas nous dire réellement qu'est-ce qu'elles font. De quoi elles sont composées, qui elles embauchent, qu'est-ce qu'elles font sur les marchés, à quoi elles servent. Les grandes institutions financières, que font-elles sur les marchés financiers? Les institutions financières, contrairement aux traders particuliers, elles sont super équipées en termes de ressources. Elles présagent de l'avenir. Elles vont se concentrer sur la préservation de leurs capitaux plutôt que l'inverse. Donc, elles ont toutes les ressources qu'il faut pour anticiper les évolutions des marchés. Et en général, elles ont de grandes influences sur les marchés particuliers. Et leur concept, leur devise, c'est le contrôle de leur exposition sur les marchés financiers. Elles veulent en perdre le moins possible
et en gagner le plus possible. Contrairement aux traders de base, au trader lambda, qui lui est pas du tout porté sur la préservation des capitaux, alors que les institutions financières, elles sont vraiment portées sur la préservation des capitaux. Voilà, et mis à part les banquiers qui vous reçoivent à la réception, elles ont aussi d'autres sièges où il n'y a que des traders pros embauchés par ces institutions financières qui sont vraiment très sophistiqués et qui ont une approche vraiment très avancée des marchés financiers, beaucoup de ressources. Je le répète encore, beaucoup de ressources pour vraiment opérer d'une manière excellente sur les marchés financiers. Donc en quelques mots, on a la Banque de France sous la tutelle de la Banque européenne. Donc elle va s'occuper de la politique monétaire du pays. D'accord. Ensuite, on a les banques commerciales qui, elles, généralement, sont habilitées à effectuer des opérations bancaires de type réception de fonds publics, opérations de crédit, gestion de moyens de paiement, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle les banques mutualistes ou coopératives. Donc, elles, en fait, elles vont s'occuper de créer la monnaie, vont vous accorder des crédits. Donc, comme Crédit Agricole, Mutuelle, Caisse d'épargne, BNP, etc. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les sociétés financières qui, elles, vont exercer des activités bien précises comme le crédit bail, le crédit immobilier, le crédit à la consommation. Donc, je vais vous donner quelques noms. On a par exemple le crédit foncier, CTLM, Sofinco, Sofinoga, etc. Et il y a aussi d'autres institutions financières qui vont s'occuper, elles, par exemple, caisse des dépôts, des consignations, qui vont gérer les fonds collectés par les caisses d'épargne, etc. Le deuxième cercle, les multinationales. Donc comme Samsung, Nokia, HP, BMW, Coca-Cola, elles aussi, elles ont besoin d'aller sur les marchés. Donc déjà, premièrement, pour compenser les risques, quand elles prennent des risques sur certains produits qu'elles veulent vendre. Et deuxièmement, aussi pour développer leurs capitaux. Bon, généralement, les multinationales, par rapport aux institutions financières, elles sont plus basées sur l'aspect fiscal. C'est-à-dire comment rapatrier les capitaux le plus rapidement possible en payant le moins d'impôts possible. Elles vont surtout être sophistiquées sur le choix de l'emplacement de ces filiales selon les continents et selon la politique du continent et selon la fiscalité du continent. Donc voilà, les multinationales, c'est ce qu'elles font en général. Et le troisième cercle qui représente les spéculateurs, donc les traders que nous sommes. Donc nous, notre objectif premier, c'est de faire du profit, de faire du rendement, d'avoir un retour sur investissement immédiatement, le plus rapidement possible. Donc les traders, comparés aux institutions financières et aux multinationales, eux ont un risque associé sans possibilité d'avoir aucune certitude. Voilà, donc les traders, eux, quand ils tradent, ils prennent un risque. Tout ça pour avoir du gain, pour faire du profit. Donc la spéculation, ça représente une prise de risque dans le but de faire du profit. Mais quand on trade comme un pro, là, le risque diminue considérablement. Quand on apprend des techniques de pro, quand on trade comme un trader pro embauché par une multinationale ou par une institution financière, donc par une banque, là, le risque diminue. Voilà, parce que quand on est trader débutant, on n'a aucune notion de money management. Donc ça, c'est ce que j'apprends dans mes formations. Le money management, ça, c'est vraiment l'élément clé pour persévérer et avoir du succès. Dans le monde du trading, dans le monde de la bourse, il faut appliquer le money management. Si tu n'as pas ce money management, c'est même pas la peine de venir trader, c'est même pas la peine de chercher à faire du profit. La clé dans le trading, c'est le money management. Donc il faut apprendre les techniques de pro, trader comme un pro. Moi-même, je me suis fait former par un trader de la JP Morgan que j'ai rencontré lors d'un voyage l'année dernière. Donc quand j'ai appliqué ces techniques, c'est là que j'ai vu que tout ce que j'avais appris par moi-même en autodidacte, bah, ça ne servait à rien. Quand on fait du trading, il faut appliquer les techniques de pro. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du profit. C'est pour ça que j'ai commencé à avoir du succès dans le trading. C'est parce que j'ai appliqué les techniques de pro. Et surtout, appliquer le money management pour réduire le risque au maximum. Protéger son portefeuille, protéger son gagne-pain, protéger son profit au maximum, comme les grandes multinationales et comme les institutions financières. Plus se focaliser sur la protection de son compte de trading que le profit. C'est comme ça que ça marche. Donc, comment trade la plupart des gens? La plupart des traders, comment ils tradent? Est-ce qu'ils tradent le matin? Est-ce qu'ils tradent le midi? Est-ce qu'ils tradent le soir?
Est-ce qu'on peut trader lorsqu'on est salarié entre la pause de midi et 14 heures? Comment trade la plupart des gens? Parmi les traders, il y a ceux qui vont faire l'analyse fondamentale. Il y a ceux qui vont faire l'analyse technique et il y a ceux qui vont utiliser plutôt la technique de counter retry. Donc en fait, moi quand j'ai commencé, je faisais que l'analyse technique. Je faisais pas d'analyse fondamentale, c'est-à-dire que j'étais même pas au courant que il fallait regarder les news économiques, parce que quand vous allez aller sur des sites internet comme Bloomberg, Forex Factory, DailyFX et j'en passe, vous allez voir des catégories d'annonces. Donc il y aura des annonces rouges, des annonces jaunes et des annonces oranges. Celles qui vont balancer le plus de volatilité, donc le plus de mouvements de prix sur le graphique, ce sont les annonces rouges. Donc ceux qui traitent ces annonces économiques vont se focaliser sur les annonces rouges. Donc moi je faisais pas ça, donc des fois je voyais des mouvements, je faisais mon analyse technique, mais en fait c'était pas assez. Il fallait aussi prendre en compte l'analyse fondamentale, donc faire gaffe aux annonces économiques qui pouvaient les annonces économiques rouges qui pouvaient rendre complètement caduque mon analyse technique. Et il y a ceux qui vont utiliser les deux, donc ça c'est les très bons traders. Et ensuite, concernant les horaires, il y a ce qu'on appelle l'intraday, le swing et le scalping. Donc moi, ce que je fais depuis que je ne suis plus salarié et que je fais ça à plein temps, je fais ce qu'on appelle du scalping et du day trading. Des fois, quand j'en ai marre de trader, je vais plus me focaliser sur un swing. Donc l'intraday, c'est quoi? C'est quand on est tous les jours derrière son PC et qu'on cherche des trades de minimum, à chaque trade minimum 50 pips. Voilà, dans le trading, on parle en termes de pipes, donc minimum 50 pipes. Le swing, c'est quand on veut pas se prendre la tête, on va se mettre que sur des graphiques de 4 heures ou de une journée et qu'on va chercher des trades qui vont durer toute la semaine ou tout le mois. Donc ça, c'est le swing, c'est pour chercher une opportunité de trade que l'on passe pour toute la semaine ou pour tout le mois. Et le scalping, ça c'est quand on va se mettre sur des graphiques de 5 à 15 minutes et qu'on va chercher des petits mouvements de prix, donc de 10 micropipes ou de 50 micropipes, voilà. Donc sur des time frames de 1 à 5 minutes, ça va très vite. Et ça, voilà, faut vraiment être très agile pour performer sur ce genre de trade. Donc voilà les différents types de traders. Donc il y en a qui vont faire de l'intraday, il y en a qui vont faire du swing, et il y en a qui vont faire du scalping. Donc ça je vais le développer dans mes futures formations. Et moi, ce que je fais, c'est le scalping et l'intraday. Voilà, le swing, ça vraiment je le fais quand j'en ai marre d'être sur cette plateforme, quand j'ai envie de faire autre chose de mes journées. Je vais chercher des signaux de swing pour passer un seul trade pour la semaine ou pour le mois. Mais ça, par contre, faut avoir le cœur solide. C'est vraiment le swing. Pour moi, c'est du stress. Voilà, c'est du stress. Donc c'est pour ça que moi, je préfère me focaliser sur l'intraday et le scalping. Parce que l'intraday, on peut le faire quand on est salarié. On peut trader, on peut chercher des signaux juste avant d'aller au travail. On peut chercher des signaux pendant la pause de midi. On peut chercher des signaux pendant la pause de l'après-midi. Et on peut chercher des signaux le soir quand on rentre du travail. Et le scalping, c'est pareil. Voilà. Et le swing, voilà, si de base on n'est pas une personne stressée, ben on peut se focaliser sur le swing, c'est-à-dire qu'on cherche des signaux uniquement pour le laisser tourner toute la semaine ou le laisser tourner tout le mois, et là on est tranquille. Mais c'est clair que quand on fait du swing, par contre on ramasse plus gros, le profit est nettement plus élevé. Vous voyez là par exemple, j'étais en Asie. Donc quand j'étais là-bas, j'ai rencontré une tradeuse professionnelle. Donc c'était sur un vol interne. J'allais de Koh Samui à Bangkok. Je rentrais à Bangkok. Et il y a ma femme qui me dit, tiens, regarde, il y a la fille là, elle fait la même chose que toi sur ton téléphone. Et donc moi je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Et effectivement, je tourne ma tête.
Et je vois la fille qui fait du trading sur son téléphone. Elle était là au téléphone avec un ami à elle. Et elle disait, ouais, tiens, regarde là, je viens de gagner 10 000 € là. J'ai placé un short là, j'ai gagné 10 000 €. Donc, je commence à discuter avec elle. Et en fait, la fille, elle a pété un câble parce qu'elle se dit, putain, je prends un avion, je rencontre un Français, lui aussi, c'est un trader. Ouah, c'est complètement ouf cette histoire. Donc, du coup, en fait, la fille, elle a tellement pété un câble qu'elle a dit, ouais, demain, je te donne rendez-vous chez moi, tu viens dans mon condominium et on va trader ensemble parce que moi, j'ai l'habitude de trader avec mon équipe. Donc, en fait, là-bas, en Asie, quand ils trade en équipe. C'est-à-dire que nous, par exemple, en France, la session de New York, elle commence à 14 h. Donc, quand il est 14 h ici, il est à peu près 7 h du matin là-bas. Et pour eux, en Asie, ça correspond à 20 h du soir. Donc, en fait, ils font un repas du soir, ils se regroupent. Ils se regroupent tous chez elle, dans son condominium. Elle habite au 29e étage. Voilà, elle a un appartement de ouf. Et ils se retrouvent tous là-bas. Et donc moi, je suis arrivé là-bas avec mon PC et on avait chacun notre technique de trading. Et ce soir-là, elle a fait 20 000 € devant moi. Donc quand j'ai vu qu'elle avait fait 20 000 € devant moi, je lui ai dit, écoute, toi, il faut que tu m'apprennes des techniques. Moi, j'ai mes techniques, donc viens, on fait des échanges de techniques. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à échanger nos techniques. Donc elle m'a appris pas mal de choses. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais vraiment, en France, y a quelque chose qui va pas. Je prends l'avion, je vais en Asie, je rencontre une tradeuse dans l'avion, et je me retrouve le lendemain à trader chez elle avec ses amis. Ils ont tous fait minimum 100 €. Bon, elle, ça fait au moins 15 ans qu'elle trade, donc pour elle, c'est facile, hein, de faire 20 000 € comme ça en une soirée. Mais je me suis dit, mais moi, quand je suis en France, quand je me retrouve dans une soirée ou chez des amis, ils sont là à faire des raclettes. Là, je vais en Asie et je me retrouve avec les amis de cette personne en train de trader. Ils me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Et on est là, on s'échange des techniques, on s'échange des stratégies de placement, on s'échange des informations sur tout ce qui concerne la finance. On est là, on mange des noix de coco, on mange des bananes, on mange des brochettes de poulet et tout va bien. Donc voilà, donc eux en Asie, ben, surtout ce groupe-là, ce groupe d'amis traders, cette team de traders, eux voilà, ils tradent ensemble. Et donc eux, ils se connectent à partir de 20 h pour eux là-bas, qui correspond à la session de New York de 14 h. Et ils tradent en équipe. Et donc eux, ils font un mélange de scalping et d'intraday. Voilà, surtout elle a fait un mélange de scalping et d'intraday. Donc moi, par exemple, quand je vais en Asie, mon délire, c'est de faire du scalping. Donc je me lève tôt le matin. Dès que je me lève le matin, à 5 h du matin, j'ai le soleil qui tape sur mon crâne. Hein. Donc je me pose, je vais en haut du building. Voilà, je prends mes petites bananes. Là-bas, les bananes, c'est comme en Guadeloupe. Je prends ma petite banane, un peu de magnésium. Je fais ma petite séance de scalping. Je fais mes petits 100 €, mes petits 200 €. Et après, je profite de la journée. Je vais à la plage, je vais faire de la moto, etc., etc. Et quand je suis posté là sous le soleil avec ma plateforme de trading, je me dis, putain, quand je pense que pendant 8 ans j'étais salarié et j'aurais pu profiter de ça pendant 8 ans. Ça veut dire que moi, pendant que je trade, il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour courir derrière un bus, arrivant en retard au travail, se faire réprimander, recevoir des ordres d'une personne plus bête que toi, pour au final après rentrer chez toi, être dans le train-train quotidien, métro, boulot, dodo, payer un max d'impôts, passer 9 mois dans le froid pendant l'hiver, alors qu'il y a des traders qui passent leur journée à trader sous le soleil. Moi, je passe mes journées à trader sur le soleil quand je vais en Asie. Et je me rends compte qu'en fait, il y a rien de mieux que de savoir trader. Voilà, on se prend une petite séance le matin et ensuite on fait ce que l'on veut de notre journée. Là, cette journée-là, je crois que juste après, donc j'avais été à la plage. Après, j'étais parti faire du jet ski. Après, j'avais fait de la motocross. Et après, j'avais terminé ma soirée au bord d'une plage avec un putain de smoothie mangue banane. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que chacun son style de trading. Vous, quand vous allez commencer à trader, vous allez trouver vous allez trouver vos horaires. Vous allez trouver votre style de trading. Vous allez trouver votre paire, sur quelle paire vous allez trader. Et après, ça va devenir un rituel, ça va devenir une habitude. Ça va être comme boire et manger.
Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment je fais du profit chaque jour. Donc je vais filmer mon écran et je vais vous montrer comment je prends régulièrement ce qu'on appelle des setups. Donc des setups, c'est des confirmations de retournement de situation pour pouvoir placer des trades. Donc trouver une opportunité pour faire du profit. Donc s'il n'y a rien de compliqué, tout ça je vais le montrer dans mes prochaines formations. Là je vais vous montrer sur mon écran directement dans un cas concret, même des cas concrets, comment je peux faire entre 50 et 80 euros en même pas 10 minutes. Allez, à tout de suite. Donc voici un début de tendance bullish, donc tendance haussière. Donc ici j'ai ma pattern de retournement de situation, j'ai mon indicateur qui m'indique que on est probablement dans une future tendance bullish, donc tendance haussière. Donc sur la paire GBP-USD, donc on est sur le Forex, sur la devise GBP-USD, donc la monnaie londonienne contre le dollar, j'ai placé ici 10 centimes et je suis en train de les transformer en 165 micropips et moi je vise 500 micropips. Ok. Pareil sur la devise, donc sur la paire euro-USD. Donc c'est l'euro contre le dollar. J'ai repéré aussi une tendance bullish, donc une tendance haussière. J'ai ma pattern de retournement de situation. J'ai mon indicateur qui m'indique que probablement on est dans une tendance bullish. Ok, donc là, comme vous pouvez le constater sur mon compte réel ici, donc j'ai placé 15 centimes plus 10 centimes, il n'y a même pas 2 minutes. Et donc 10 plus 20, 10 plus 15, ça fait 25 centimes. Donc les 25 centimes sont en train de se transformer en 10 euros en même pas une minute. Ok. Donc je vais laisser ce trade-là tourner toute une journée, voire toute une journée plus une nuit, parce que je vais me faire un petit swing et on va voir ce que ça va donner. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de travailler plus pour gagner plus, il faut juste trader plus avec une bonne stratégie pour gagner plus, tout simplement.